Bonjour Alain, bonjour Richard, bienvenue à Bonjour. la bulle scénario.com. On vous retrouve ici pour le troisième tome de L'Ombre des Lumières, qui est sorti il y a quelques mois. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce récit? En tout cas, moi, de mon point de vue, quand Alain m'en a parlé la première fois, c'était à Angoulême, d'ailleurs, un festival il y a quelques années maintenant. Et Alain m'a pitché le projet en me disant, ça démarre comme les liaisons dangereuses, ok, ouais, pas mal, et ça part sur le dernier des Mohicans après. Et là, j'ai fait, ok, banco, on y va. Maintenant, je sais que c'était un projet que tu avais depuis pas mal d'années. C'est un projet très ancien, mais il date même à la fin du XXe siècle, pour être exact. Et au départ, il y avait quand même cette notion de liaison dangereuse était déjà très présente. Bon, c'était peu ou prou la même histoire, elle n'était pas aboutie. Et surtout, c'est une histoire, mais cette histoire, je l'ai laissée en stand-by assez longtemps parce que j'arrivais pas à la mettre en œuvre de manière satisfaisante, et parce que je voulais qu'il y ait un côté liaison dangereuse, un côté épistolaire, pour avoir aussi cet esprit 18e siècle. Mais je voulais juste parsemer, saupoudrer le récit d'extraits de lettres pour donner cette couleur épistolaire sans en utiliser davantage. Et ça ne marchait pas. Et le jour où j'ai décidé de faire vraiment la bande dessinée sous forme épistolaire, à savoir que chaque chapitre de la BD est une lettre, chaque passage de la bande dessinée est une lettre avec différents protagonistes qui donnent leur point de vue à travers une lettre. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, tout s'est enchaîné et tout s'est mis à bien fonctionner. Mais aussi j'avais mis les pieds dans une sacrée usine à gaz. Et qu'est-ce qui t'a attiré de cette période, raconter cette période-là? Alors plusieurs choses. Déjà, j'avais été marqué par d'abord le film de Stephen Frears sur les liaisons dangereuses depuis la lecture du livre de Laclos. J'avais aussi été, il y avait cette époque-là, il y avait le film Ridicule aussi qui était sorti, qui m'avait aussi beaucoup marqué. Et c'est une période que j'aime bien. J'ai toujours aimé le 18e. Et il y avait ça d'un côté, et l'autre côté, j'avais depuis longtemps une passion pour cette facette méconnue du western qui se passe sur la côte est. Du coup, c'est pas vraiment du western, toutes ces guerres franco-anglo-indiennes qui ont eu lieu au Canada à la fin du XVIIIe siècle, ou à la moitié du XVIIIe siècle, pour être plus précis. Ce qu'on retrouve dans le dernier des Mohicans, et ce qu'on retrouve dans les bandes dessinées d'Hugo Pratt aussi. Il y a beaucoup écrit là-dessus, Wheeling, Ticonderoga. Et donc c'est une période que j'avais vraiment envie de mettre en scène. Très bien. Alors, donc, le troisième temps qu'on est à faire, on sait ce qui se passe. C'est un festival de rebondissement. Le héros est malmené. Le héros est malmené, mais il a de la ressource et il ne baisse jamais les bras. La devise de sa noble maison est perseverare. Donc il persévère toujours. Même si on sait que errare humanum est et perseverare diabolicum. Et as-tu pris plaisir à dessiner ces scènes-là? Oui, bien sûr. C'était. Alors d'abord, moi aussi, ce qui m'attirait, c'était au-delà des liaisons dangereuses et du Versailles libertin du 18e, c'était le fait de partir, d'amener tout ça, d'amener cet univers très polissé, très raffiné dans un contexte beaucoup plus sauvage qui est celui du nord des États-Unis et du Canada. Et puis à côté de ça, c'est le personnage de Saint-Sauveur, le chevalier de Saint-Sauveur, qui est un abominable personnage absolument délectable à mettre en scène. Oui. Et comme dit Alain, effectivement, sa force, c'est que ses plans échouent à chaque fois, parce que quand même, il y a la morale, il faut que la morale soit sauve, mais il persévère, et comme il est intelligent, il est un type assez brillant, mais qui met son intelligence au service d'une cause abominable. Donc, ça, j'aime bien, ce genre de personnage. En fait, on peut dire aussi que le récit de l'aventure du chevalier Saint-Sauveur, c'est à cause d'un pari stupide et idiot. Oui, voilà. Alors, il accumule les paris stupides et idiots parce que il est très désœuvré, il est très oisif, et il a aussi des amis peu fréquentables. L'infâme comte de Mirepoix, qui est peut-être encore pire que lui, par exemple, ou la baronne de Ferranville, qui n'est pas la dernière pour les manigances et les forfaitures. Et ce chevalier Saint-Sauveur se retrouve à chaque fois dans des paris impossibles et complètement tordus, et qui se font souvent au détriment de bonnes âmes. Mais heureusement, ce récit est moral, et donc Saint-Sauveur perd toujours à la fin.
Et au sujet des Amérindiens, tu t'es bien renseigné sur les tribus pour écrire le. Ouais, l'histoire je connaissais déjà bien j'avais déjà des bases sur le sujet, et puis j'étais même allé sur place au Québec, notamment, pas mal me documenter, et et puis là, j'ai relu beaucoup de docs à ce propos, et le tome 3 particulièrement, et le contexte historique est particulièrement important dans le tome 3. Voilà. Ouais, il y a plusieurs événements historiques réels qui sont enfin plus qu'en fond d'ailleurs, hein, auxquels participe activement le Chevalier de Saint-Sauveur. Voilà. Et où on voit que le rôle des Amérindiens dans ces débuts de l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui, le rôle des Amérindiens a été vraiment prépondérant, et que ces autochtones ne faisaient pas que subir l'invasion et la colonisation, mais aussi ils ont eu une part active aux événements, et ils ont eu une part active dans le déclenchement de certains événements. Et on voit que justement que c'est pas du tout, ils ont souvent été, par rapport aux événements historiques qui se sont produits dans cette période-là, ils ont souvent été, l'importance de leur action a été souvent occultée. Et là, on leur rend un petit peu hommage en les remettant un peu au centre du jeu. Parce qu'ils avaient une véritable stratégie en tant que nation. Il n'y avait pas que ils voyaient bien que les Anglais et les Français, ça allait pas toujours dans leurs intérêts à eux, et ils ont joué avec ça pas mal. Ouais. Après, quand on voit cette période de l'histoire avec les Amérindiens, je crois pas qu'il y a eu, comme dans les westerns, le vrai western, le Indien est méchant et le cowboy est gentil. Dans cette période-là, l'Indien n'est pas montré vraiment comme un méchant. Alors ça dépend. Déjà, il n'y a pas beaucoup de production sur cette période-là, que ce soit au cinéma ou en livre, il y a peu de production. Et dans les films qu'on peut voir de l'époque, il y a quelques films hollywoodiens plutôt tôt, des années 40. Il y a notamment le Passage du Nord-Ouest avec Spencer Tracy, il y a Unconquered de Cecil B. DeMille, avec Boris Karloff Cooper et Boris Karloff qui jouent un chef indien. Et ça, c'est des films où les Indiens sont montrés comme des sauvages stupides et méchants. Dans le Passage du Nord-Ouest, il y a quand même le massacre d'un village indien qui se fait qui se fait sans aucun scrupule, et les héros ont tout à fait raison de faire ça parce qu'ils menacent les colonies américaines. Enfin, on est quand même. Oui, il y a aussi la piste des Mohawks, mais qui est déjà un peu plus, plus mitigé par rapport au rapport aux Indiens, mais c'est quand même, dans l'ensemble, on est quand même déjà dans une vision manichéenne de méchants sauvages et de gentils colons. Il y a très peu de films sur cette période-là. C'est bizarre parce que pourtant il s'est passé énormément de choses. Il y a eu énormément de batailles, il y a énormément de confrontations. Et il y a eu aussi une période pendant un siècle et demi à peu près où les Blancs et les Indiens ont cohabité, et où il y a eu des interconnexions très riches, et ça a duré pendant une période où justement la présence européenne n'était pas suffisamment, ils n'étaient pas suffisamment nombreux et pas suffisamment puissants pour pouvoir subjuguer, vraiment dominer militairement les Indiens. Ils avaient besoin d'eux. Et donc, comme il y avait ces guerres entre Français et Anglais, ils étaient obligés de ménager un peu et de faire des compromis et de traiter avec eux. Et ce qui fait qu'il y a eu cette période comme ça, là, pendant, en gros, du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, là, où il y a eu une cohabitation et des interférences entre les deux cultures, où c'était pas seulement des Indiens qui étaient acculturés par le mode de vie des Blancs, mais c'était des Blancs qui étaient aussi acculturés par le mode de vie indien. Alors, on a vu des généraux français faire des danses avec un tomahawk à la main autour d'un feu, quoi, par exemple, ou fumer le calumet. C'est des choses qui arrivaient. Et puis ça a pu plus des mariages interraciaux et beaucoup du côté français d'ailleurs, parce qu'ils étaient peu nombreux les colons, alors que les Anglais étaient plus en position de force dans leur colonie à l'époque. Donc là, il y a un cheptel à étudier pour faire des histoires à cette époque. Oui, alors en bande dessinée, c'est quand même un sujet qui a été pas mal traité quand même, parce qu'il y a toutes les histoires de Pratt, évidemment, il y a les pionniers du Nouveau Monde, il y a les histoires de Patrick Prune, il y a plein d'histoires qui se passent dans cette période-là en bande dessinée. Ça a déjà été pas mal fait. Bon, alors peut-être l'originalité de l'Ombre et Lumière, c'est que justement il y a plus ce mix avec le côté précieux, très raffiné, extrêmement raffiné de la cour de Versailles, et tout ce côté très cérébral des lettres, de l'épistolaire, mais adapté à cet univers-là, ce qui fait qu'on a des scènes on a des
des scènes de bataille absolument terribles que Richard a dessinées avec dynamisme et délectation, où on se met des grands coups de tomahawk dans la gueule et où on scalpe allègrement. Mais tout ça sur fond de récits épistolaires un peu fleuris et un petit peu distingués. Et ce contraste était vraiment savoureux à mettre en scène. Oui, c'est vrai que le fait de dire avec les lettres, ça donne un autre ton au récit. Si c'était Tout à fait. on aurait un récit plus violent en fait. Mais parfois ça édulcore un peu, et puis parfois ça fait au contraire ressortir la violence, parce que quand ça se met à partir il y a des scènes vraiment de bataille très, très sanglantes, et le contraste est d'autant plus fort, et la violence apparaît d'autant plus choquante, parce qu'elle a été amenée par des formules extrêmement polies. Et puis même visuellement aussi, le simple fait par exemple dès le tome 2 d'avoir le chevalier de Saint-Sauveur qui se balade dans la nature sauvage, dans la forêt, au milieu d'Indiens et de créatures en perruqué, fardé, et qui continue à agir comme s'il était encore à Paris. Du coup, ça amène un côté vraiment visuellement aussi, un contraste assez savoureux. Très réjouissant. Et pour toi, c'était facile de dessiner ces scènes un peu désopilantes, exubérantes? Alors, facile, c'est pas toujours facile. Il y a un gros budget de dessin quand même. Il y a un grand budget, mais en tout cas, c'est plaisant. En tout cas, oui, il y a quand même du grand spectacle. Il y a des batailles, rangées, il y a des. Et puis, passer le contraste me plaît bien, moi. Passer de scènes, exubérantes, de batailles, à des scènes plus intimes, mais dans un décorum qui s'y prête pas forcément a priori. J'aime bien ces contrastes-là. Donc facile, je sais pas, en tout cas très plaisant. Et lorsque Richard dessine les planches du scénario, est-ce que tu interviens dans son travail? De temps en temps, on échange sur des niveau des refs, il y a des petits réglages des fois, parce que Alain avait l'habitude de faire les storyboards. Alain dessine, et sur le premier, je voulais le faire moi-même, mais du coup. On passe par une phase de rough, ce que je ferais pas forcément tout seul, il faut trouver une méthode à chaque fois. Et du coup, on discute sur les premiers roughs, on retouche ensemble, quoi. Donc c'est à ce stade-là que la cuisine interne se déroule, quoi. Et de nouvelles aventures du Chevalier Saint-Sauveur nous attendent? Très vraisemblablement, parce que nous avons encore beaucoup de lettres que nous n'avons pas ouvertes du Chevalier. Et ce bougre a une vie assez longue, en plus, c'est bien rempli. Sa correspondance est très abondante, et on sait déjà que ça se termine avec son décès juste après la Terreur, la fin de la Terreur. Donc il a connu la Révolution française, et puis à la fin de cette histoire se boucle en 3 tomes. On a une histoire complète, un arc complet des aventures du Chevalier, mais à la fin de ce récit, tout de même, quelques interrogations subsistent. Qu'en est-il de son passé, de la mystérieuse Madame de 3 points de suspension, son valet Gonzague, son bon valet Gonzague, qui lui est un adepte de la philosophie des Lumières, et qui lui est quelqu'un de bien, contrairement à son infâme maître. Est-ce que Gonzague va réussir à s'affranchir de la tutelle du Chevalier Saint-Sauveur? Va-t-il réussir à l'impossible, à savoir attirer l'infâme chevalier du côté de la vertu? Nous le saurons bientôt. Et Alain, tu as aussi le 3e tome de Chimère de Vénus qui est sorti ce mois-ci. Oui, c'est possible. Et est-ce que ça t'a plu d'être dans l'univers de Alex Alice? Oui, c'était super, parce que c'est un univers que je connaissais bien dès le début, parce qu'avec Alex, quand il a commencé Jeter toutes les étoiles, on avait échangé, il m'avait montré son scénario et ses premières recherches, et voilà, on avait réfléchi ensemble sur certains trucs. Et après, quand il m'a proposé de faire une histoire dans son univers, j'ai accepté avec plaisir, parce que son univers avait quelque chose de vraiment très magique et très séduisant. Et c'était très très réjouissant de faire cette histoire à la Jules Verne, vraiment retourner aux sources du steampunk pour faire du vrai Jules Verne dans un univers cohérent, qui tient la route, avec des personnages à la fois, avec un côté très aventure, mais aussi de l'humour et du merveilleux, avec les dessins d'Étienne Young, qui ont amené vraiment une dimension très très féerique. Et très spectaculaire à tout ça. Okay. Et non, ça a été super. Et maintenant que les 3 tomes sont bouclés, on a une histoire qui est quand même. Je trouve que, je suis pas très bien passé pour en parler, mais je trouve qu'elle a elle a pris un certain souffle sur ces 3 tomes. Là, ça a pris une ampleur, et même visuellement, c'est vraiment un régal à voir. Alain, est-ce que tu remets de suite sur les Aventures du Chevalier, ou tu veux passer à autre chose? Alors non, on fait une pause là en fait, parce qu'on a quand même enchaîné les 3 volumes sur 3 ans, et puis voilà, on voulait se laisser le temps à Alain d'écrire le prochain,
pas être dans un rythme trop au coup par coup. Donc, et puis, il s'avère que moi, j'avais un autre projet en parallèle que j'ai commencé. Là, du coup, j'attendais d'avoir terminé la trilogie de l'Onde des Lumières. Là, je travaille sur un western. Voilà, on s'y remettra sur l'Onde des Lumières d'ici 2 ans, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Et Tu laisses le temps d'éplucher toute la correspondance du Voilà, calendrier, voilà. entre-temps. Sinon, pas d'autres projets en cours. Si, un mystérieux projet avec un certain Guarnido qui est en cours et qui reste pour l'instant très secret et nébuleux. Bon, mais merci beaucoup pour ce petit moment avec nous dans la bulle de scénario. Merci à vous. Merci.